présentation. Vous voyez la présentation Oui, madame. en diaporama? Mhm. D'accord. Alors, normalement, cette séance, c'est une séance, la dernière séance de travaux pratiques, de travaux dirigés. Donc, normalement, on a 3 heures de TD, le reste de la série et d'autres séries pour la modélisation linéaire. Mais là, je préfère la séance de travaux pratiques soit en présentiel. Je vais juste inverser les séances de cette. Ça ne va pas avoir une influence sur l'acquisition des compétences, mais je préfère que la séance de travaux pratiques soit en présentiel si possible. Donc, on va juste inverser. Pour cette séance, on va voir un algorithme de résolution des programmes linéaires qui est l'algorithme de simplex. Comme ça, vous pouvez profiter de l'enregistrement aussi. Et pour la semaine prochaine, on va terminer nos exercices de travaux dirigés sur la modélisation linéaire. D'accord? Mais quand même, j'espère que vous allez quand même poser vos questions ou concentrer sur le contenu. C'est l'algorithme principal de résolution des programmes linéaires. D'accord? Donc, normalement, c'est un algorithme pour la séance 4, mais on va voir cet algorithme-là, dans la séance distancielle. OK? Alors, un petit rappel rapidement sur ce que nous avons vu jusqu'à présent, très très rapidement, en 2 minutes. Nous avons commencé par définir ce que la recherche opérationnelle, ce que l'optimisation et pourquoi on parle en particulier de la recherche opérationnelle. Je vais vous rappeler de la programmation linéaire, pardon. On va parler du processus d'optimisation dans le cadre d'une programmation linéaire, résolution, modélisation puis résolution. Je vais vous rappeler l'écriture matricielle et les formes canoniques et standards, puisque nous aurons besoin de ces deux formes-là pour l'algorithme qu'on va voir de résolution, l'algorithme de résolution simplex. Et je vais vous rappeler rapidement aussi les règles de réécriture pour avoir les formes canoniques et standards. On va par la suite, je vais vous exposer un exemple de résolution par l'algorithme de simplex et ça sera une illustration de l'algorithme à suivre si on veut résoudre un programme linéaire par l'algorithme de simplex et on va voir quand est-ce qu'on peut utiliser cet algorithme-là pour la résolution. Et on va finir la séance par les cas particuliers de résolution par l'algorithme, quelques cas particuliers de résolution par l'algorithme de simplex et je vais vous proposer des exercices pour la séance en asynchrone pour la semaine prochaine. D'accord? Alors, le processus d'optimisation commence à partir d'une description de situation réelle, modélisation pour la programmation linéaire sous forme d'équation linéaire, fonction objective, contrainte et déclaration des variables, nature et signe des variables. Et la deuxième étape ou la troisième étape, si on considère la description comme une étape, c'est la résolution. Nous avons commencé par la méthode graphique de résolution et pour cette séance, on va commencer une résolution analytique par l'algorithme le plus utilisé pour la résolution des programmes linéaires, comme je vous ai dit, c'est l'algorithme de simplex. On va considérer un exemple de maximisation avec, pour simplifier pour le moment, un ensemble de contraintes qui ont toutes le signe inférieur égal. La fonction objective, c'est celle-là. C'est maximisation de 900x1, 1000x2. C'est un programme de dimension combien? Et pourquoi? De dimension 5, 3, 2. Comment on définit la dimension d'un programme linéaire?
Alors, il paraît que j'ai perdu la connexion. Hein. La dernière chose que vous avez pu entendre, c'était quoi? La fonction objectif. Manounia. Madame Famille, je partage. D'accord. Je reprends le partage. La connexion Wi-Fi d'esprit qui n'est pas bonne, donc j'utilise ma propre. Juste قلت la fonction objectif ووقفت غاز. On est au sol. أي نتاع D'accord. la C'était pas pour trop longtemps, heureusement. Ben, Tawa, c'est bon. Hein? Oui, ça va. D'accord. Alors, la fonction objectif, on a ces Z d'équation 900x1 plus 1000x2 et les contraintes pour simplifier comme premier exemple pour l'algorithme de simplex, on va considérer que toutes les contraintes sont du même signe inférieur ou égal. Vous allez comprendre, allez, c'est le cas le plus simple. Et je vous ai posé la question, ce problème, il est de dimension combien? Et pourquoi? 2, 4, 6, 5. Le problème, il est de dimension. Vous êtes là? 2 dimensions. De dimension 2, très bien, Lina, parce que nous avons tout simplement 2 variables. Donc, le dimension d'un problème est défini par le nombre de variables. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème par l'algorithme, par la méthode graphique? Est-ce qu'on peut résoudre ce problème par la résolution graphique? Oui, madame. Oui, parce que nous avons 2 variables de décision. Et ce même problème peut être aussi résolu par l'algorithme de simplex parce que on va voir ensemble que l'algorithme de simplex peut être utilisé quel que soit le nombre de variables, 2 ou plus. D'accord? Donc, la fonction objectif, les contraintes et les variables de décision et nous pouvons présenter la même écriture de programme linéaire sous forme matricielle en considérant un vecteur C pour le coût, vecteur X pour les variables de décision, la matrice A qui représente les coefficients des contraintes, un vecteur B pour le second membre limite des contraintes, et c'est tout. Et avec Alish, c'est pour cette raison que nous avons considéré un même signe pour toutes les contraintes pour pouvoir écrire rapidement l'équation sous forme matricielle, sous forme d'une écriture matricielle, puisque nous avons besoin de cette écriture de la forme suivante. Et de façon générale, on peut représenter tout programme linéaire sous forme matricielle à condition que toutes les contraintes soient de même signe. Et pour nous assurer que nous pouvons avoir des contraintes de même signe, nous avons eu les règles de transformation ou les règles de réécriture pour transformer toute contrainte, toute équation de contrainte au signe dont nous avons besoin. Les deux formes utilisées pour les algorithmes de résolution, en particulier simplex que nous allons voir, c'est la forme canonique, et là on parle obligatoirement d'un programme de maximisation, programme linéaire bien sûr, des contraintes de type inférieur ou égal obligatoirement et des variables de décision supérieures ou égales à 0. Pour la forme standard, les contraintes sont pour les mêmes conditions, c'est-à-dire maximisation et des variables de décision supérieures ou égales à 0. Nous avons besoin de contraintes d'égalité. Pour cela, on peut multiplier par -1, on peut ajouter des variables d'écart supérieur ou égal à 0 ou soustraire éventuellement des variables, des surplus si nous avons une contrainte de type supérieur ou égal et nous avons besoin de la forme standard. Nous pouvons aussi transformer un problème de minimisation en maximisation en appliquant la dernière règle ici. C'est un rappel de ce que nous avons déjà vu pendant les séances précédentes. Je vais vous rappeler rapidement aussi qu'est-ce qu'on appelle solution. C'est une affectation de valeur à toutes les variables de décision. Une solution, c'est une affectation pour
les variables de décision. Une solution réalisable, c'est une solution déjà, mais qui respecte toutes les contraintes en même temps. Toutes les contraintes du programme linéaire sont respectées, doivent être respectées pour dire qu'une solution est réalisable. Nous avons pris plusieurs exemples sur ça. Le domaine réalisable, c'est l'ensemble des solutions réalisables. Ça peut être un ensemble vide, un seul point, un segment, une droite, une surface, un volume, une infinité, 3, 5, 10, donc ça peut être n'importe quel nombre et on appelle ça un domaine réalisable. Et la recherche du domaine réalisable, c'est la première étape de la résolution d'un programme, en particulier linéaire. La solution optimale, c'est certainement une solution du domaine réalisable puisque ça doit respecter toutes les contraintes, mais pour un problème de maximisation par exemple, on note généralement X étoile la solution optimale et Z étoile la valeur de l'objectif à l'optimum. La solution optimale ou les solutions optimales pour un problème de maximisation doivent vérifier cette équation-là. Pour la solution optimale, nous devons avoir une valeur de Z qui est toujours supérieure ou égale à n'importe quelle autre valeur de Z relative à une solution à n'importe quelle solution du domaine réalisable. Pour un problème de minimisation, bien sûr, ce sera l'inverse. L'objectif Z étoile doit être inférieur ou égal à tout point. D'accord? Posez vos questions si vous en avez, s'il vous plaît. D'accord? Vous m'arrêtez lorsque vous avez besoin de ça. On avance. On commence avec l'algorithme de simplex. Pour cela, on va commencer par dire que l'algorithme de simplex peut être utilisé pour résoudre n'importe quel programme linéaire. Maximisation, minimisation, 2 variables, 5 variables, 10 variables, supérieures, inférieures, un variable avec des contraintes avec même signe mixte, des contraintes à signes différents, à différents signes. N'importe quel programme linéaire peut être résolu par l'algorithme de simplex. Maintenant, on va considérer dans notre exemple de cours un programme de maximisation à des contraintes inférieures ou égales. Sinon, vous pouvez toujours ramener n'importe quel programme linéaire à cette forme-là, qui est la forme, comment on appelle, un programme de maximisation avec des contraintes inférieures ou égales. C'est une forme canonique. Canonique, très bien. Donc, toujours l'algorithme de simplex, vous pouvez ramener le programme que vous voulez résoudre avec l'algorithme de simplex à cette forme canonique, simplex, et en particulier, on va considérer un exemple de second membre, le vecteur B, second membre des contraintes, positif, et vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est l'algorithme, on va revenir à ça, les étapes de l'algorithme, on va revenir à ça une fois nous terminons les étapes sur un exemple. Ce sera plus facile à comprendre. D'accord? Donc, on va commencer avec un exemple très simple à 2 variables et 3 contraintes. C'est une forme canonique? Oui ou non? Est-ce que cette forme est canonique? Oui. Oui. Donc, la première étape de l'exécution de l'algorithme de simplex est bien respectée, puisque nous avons un problème de maximisation, des contraintes qui sont toutes de signe inférieur ou égal et des variables de décision supérieures ou égales à 0. Donc la première étape... Madame. Oui. نعم بتخيم السيني مش inférieur supérieur جولي نعملوا الريكريتور. Donc si on revient ici, voilà, c'est pour ça que nous avons besoin des règles de réécriture. Donc la première étape de la démarche pour appliquer, pour être plus précis, l'algorithme de simplex suit plusieurs méthodes d'application. La méthode que nous avons choisie, la démarche que nous avons choisie exige de commencer comme première étape par l'écriture canonique, c'est-à-dire l'utilisation de ces règles de transformation pour trouver la forme canonique en première étape. D'accord? Oui. D'accord. Donc, la première étape, c'est la forme canonique. On vérifie. S'il s'agit d'une forme canonique, c'est très bien, on n'a rien à faire. On vérifie la maximisation.
Sinon, on transforme la minimisation en maximisation. On vérifie le signe de chaque contrainte. Si c'est inférieur ou égal, on ne fait rien. Sinon, on transforme. Si c'est supérieur ou égal, on multiplie par moins 1. Si c'est égalité, on duplique la contrainte en deux contraintes supérieure ou égale, puis inférieure ou égale, et on multiplie la contrainte supérieure ou égale par moins 1. Si les variables ne sont pas supérieures ou égales à 0, on effectue un changement de variable, que ce soit on pose une nouvelle variable égale à moins x qui est négative, ou bien on pose la valeur, la variable qui n'a pas de signe, son signe restreint, comme étant la soustraction de deux variables supérieures ou égales à 0, des variables réelles supérieures ou égales à 0. Dans ce cas, on n'a pas besoin de faire ça parce que nous avons déjà la forme canonique. Sinon, on transforme. D'accord? La deuxième étape, à partir de cette forme canonique, on va définir la forme standard. La différence entre la forme canonique et la forme standard, c'est quoi? Égal. Égalité. Donc, il faut faire quoi pour avoir l'égalité ici? Tout simplement, ajouter une variable d'écart pour toute contrainte. Donc, là, je vais ajouter plus E1, par exemple, pour la première contrainte, égale à 1800. Plus E2 égale à 400. Maintenant, X plus E2 égale à 400. Et Y plus E3 égale à 600. Et on doit imposer le fait que E1, E2, E3 sont des variables supérieures ou égales à 0. Voilà. D'accord? Pour avoir l'égalité, il suffit d'ajouter une variable d'écart supérieure ou égale à 0, pour chaque contrainte. Nous devons avoir les mêmes variables dans les contraintes et pour écrire la fonction objectif. Réellement, ce E1, E2, E3 n'existe pas dans la fonction objectif, mais on doit prendre en considération toutes les variables dans toutes les contraintes et dans la fonction objectif. Donc, là, comme si j'ai quoi? Comme si j'ai, pour la deuxième contrainte, x plus 0y plus 0e1 plus 1e2 plus 0e3. De même pour les autres contraintes. Kiff pour la fonction objectif, c'est comme si j'ai z égale 30x1 plus 50x2 plus 0 fois e1 plus 0 fois e2 plus 0 fois e3. Allez, si nous avons besoin d'écrire la forme matricielle, je dois avoir le même vecteur de l'objectif. Qui est quoi le vecteur de l'objectif ici? Je n'ai le vecteur x ici. Comment on peut l'écrire? De dimension combien? Le vecteur grand X, c'est quoi le vecteur grand X ici? Tout simplement. Kif, je note badal. Comment on écrit l'écriture matricielle de Z sous forme de vecteur? 30, 50, 0, 0, 0. Avec le C, oui. Le vecteur X. Y, E1, E2, E3. Y, mouche X. C'est XY, E1, E2, E3. D'accord? C'est bien, Amal, oui. C'est XY, E1, E2, E3. Donc, avec Alish, on est obligé, même si la variable de décision n'existe pas la variable, dans le cas général de décision ou d'écart, n'existe pas dans l'une des contraintes ou dans la fonction objective, c'est comme si cette variable existe, mais avec un coefficient nul. D'accord? Il faut faire attention à ça. Donc, chercher la forme canonique, puis la forme standard, c'est-à-dire ajouter une variable d'écart par contrainte inférieure ou égale. Donc, nous aurons obligatoirement ici un nombre de variables d'écart égal à combien? Obligatoirement, le nombre de variables d'écart sera égal à combien? Puisqu'on est parti de la forme canonique. Le nombre de variables d'écart sera égal exactement au nombre de contraintes, dans tous les cas.
puisqu'on est parti d'un programme linéaire liant de toutes les contraintes de type inférieur ou égal. Donc, obligatoirement, on doit ajouter une variable d'écart à chaque contrainte. Donc, nous aurons un nombre de variables d'écart exactement égal au nombre de contraintes, quel que soit le problème à résoudre. On part de la forme canonique vers la forme standard, c'est-à-dire on part de contraintes de type inférieur ou égal vers des contraintes qui sont toutes de type égalité. Donc, on va ajouter obligatoirement une contrainte par une variable de décision par contrainte. D'accord? Donc, si on veut écrire la matrice A, on a la première ligne de la matrice A. 30, 50, 0, 0, 0. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? 30? 50. Oui. 0, 0, 0. Vous êtes tous d'accord sur ça pour la première ligne de la matrice A? Vous êtes d'accord sur l'écriture de la première ligne de la matrice A? Peut-être X, Y, 1, 2, 3. Déjà, c'est plus proche pour XY. Non. La fonction objectif n'est pas présentée dans la matrice A. La fonction objectif matrice A. La matrice A, c'est ce qui est écrit ici. Ce sont les coefficients de ça. D'accord? Et on ne considère pas les variables pour Hussein. On ne considère pas les variables, mais plutôt les coefficients. Donc, la première ligne de la matrice, oui, ça sera les coefficients de x, y, 1, 2, 3. Donc, ça sera 3, 2, 1, 0, 0. D'accord? Oui. Donc, la matrice A, ce sont les coefficients des contraintes dans l'ordre que nous avons choisi. Et on doit respecter toujours le même ordre. Avec Alice, j'ai représenté ici les variables l'une au-dessous de l'autre. D'accord? Est-ce que c'est clair pour la matrice A? Oui. Ok. Maintenant, si vous vous concentrez sur cette petite matrice-là, elle est relative au vecteur E1, E2, E3. Et ça forme la matrice, comment on appelle cette matrice? C'est la matrice identité. C'est une matrice identité d'ordre 3. C'est une matrice identité ou pas? C'est quoi une matrice identité? diagonale بتاعها يكون كلهم où le reste de coefficients sont égaux à 0. Très bien. Donc, c'est une matrice identité. Et c'est relatif aux variables d'écart que nous avons choisies. Mais peu importe, cette matrice, elle est relative à quelle variable? Pour l'algorithme de simplex, on va essayer de chercher ce qu'on appelle une solution de base réalisable associée à une base donnée. La base, la matrice identité, on va l'appeler une base. On va pas trop s'attarder sur ce qu'est une base et pourquoi on l'appelle base. L'essentiel, ce qui est à retenir pour le moment, que une matrice identité peut être considérée comme une base. Alors, cette matrice-là, peut être considérée comme une base. Donc, on va dire, et non, après la forme canonique, la forme standard, on va considérer les trois variables qui forment la matrice identité et on va appeler ça base. 2 dimensions, 3, puisque il y a 3 vecteurs. Et on va appeler E1, E2, E3 des variables de base, notées VB. On va représenter la matrice A
les coefficients des contraintes sous forme de matrice qu'on va appeler A, on va chercher un nombre de vecteurs égal au nombre de contraintes qui forment la matrice identité et on va appeler ça une base. Est-ce que E1, E3 est une base pour cet exemple-là? Est-ce que est-ce que E1, E2 est une base pour cet exemple-là? Ça forme l'identité E1, E2. C'est ça, E2, E3. E2, E3, ça forme une base. C'est 1 dans le... Ça forme une base, oui. Mais est-ce que c'est pour cet exemple ou elle est? Donc, on dit des 1 pour les coefficients de la diagonale, des 0 ailleurs. Est-ce que je peux dire E2, E3, c'est une base pour cet exercice, pour ce cas? En fait, non, parce que pour dire que B est une base d'un programme linéaire donné, il faut que la dimension de cette base-là soit exactement égale au nombre de contraintes. Donc, on ne peut choisir, pour cet exemple en particulier, on ne peut choisir des vecteurs qui forment l'identité et dire que c'est une base que si la dimension de cette base-là est égale à 3. Donc, dans ce cas, je peux dire que E1, E2, E3 est une base parce que tout d'abord, ça forme la matrice identité et sa dimension est exactement égale au nombre de contraintes de l'exemple que nous avons considéré. On va appeler les variables E1, E2, E3 des variables de base et le reste des variables, dans notre cas x, y, ce sont les variables hors base. D'accord? Donc, forme canonique, forme standard, c'est-à-dire on va avoir un nombre de variables d'écart exactement égal au nombre de contraintes puisque nous sommes partis d'une forme canonique. Je vais représenter la matrice A. On va obligatoirement trouver pour une solution initiale. Vous allez comprendre, on appelle ça une solution initiale. 3 vecteurs d'écart qui forment une matrice identité. Une matrice identité qui a la dimension exactement égale au nombre de contraintes du problème. On peut l'appeler une matrice de base, voilà, une base tout court. Les variables qui appartiennent à cette matrice-là, on va les appeler des variables de base. Les variables, le reste des variables du problème qui n'appartiennent pas à ce vecteur ou à cette base, on va les appeler des variables hors base. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Juste, vous essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. On va avancer. D'accord? Des questions? مادام الماتريس ما نجموش نلقاوه مش ايدونتيتي. Même si on n'a pas d'identité, on doit effectuer des calculs pour avoir la matrice d'identité. C'est ce qu'on va voir par la suite. Pour résoudre, il faut obligatoirement trouver une matrice identité. D'accord? D'accord, Hosseima? Donc, si on ne trouve pas directement une matrice identité, il y a des critères, il y a des calculs à faire pour justement trouver une matrice identité de dimension exactement égale au nombre de contraintes. D'accord? C'est une bonne question. Dans tous les cas, on va trouver dès le début une matrice identité. Je ne trouve pas dès le début, je risque de ne pas trouver dès le début une matrice identité lorsque je ne pars pas d'une forme canonique. D'accord? Si je ne pars pas d'une forme canonique, je risque de ne pas trouver une matrice identité. D'accord? D'accord, madame. Merci. Alors, on a variable de base, on a variable hors base. Est-ce que
si on affecte des valeurs nulles pour les variables hors base. Est-ce que on peut calculer les valeurs de toutes les autres variables du problème? Si on impose une valeur nulle pour les variables hors base, est-ce que vous pouvez calculer les valeurs des variables de base? Le E1 est 1800. Oui. Le E2 est 400, le E3 est 600. Très bien. Donc, si on oblige les variables hors base pour qu'elles soient nulles, les valeurs des variables d'écart ici, voilà, des variables de base, seront égales au second membre. Oui ou non? 1800, 0, 0, 0, 0 partout. Donc, E1 sera égal à B1, E2 sera égal à B2, E3 sera égal à B3. D'accord? Est-ce que, donc, on est juste pour insister que ce sont les variables hors base, les variables de base. Alors, est-ce que 0, 0, 0, 1800, 1400, 600, c'est comme si j'ai écrit, c'est le X, X, oui, Y, E1, E2, E2, E3. Très bien. Est-ce que cette solution 0, 0, 1800, 400, 600 est une solution déjà? Oui, puisque j'ai affecté des valeurs une valeur à chaque variable. Est-ce que cette solution est réalisable maintenant? Qu'est-ce que je dois vérifier là? Est-ce qu'elle respecte les contraintes? Est-ce que cette solution réalisable respecte toutes les contraintes? Je vérifie. Est-ce que toutes les variables sont supérieures ou égales à 0, y compris les variables d'écart? Est-ce que toutes les contraintes? Oui. Oui. Est-ce que Oui. 3x1 plus 2y plus e1 égale à 1800? Oui. Est-ce que x plus e2 égale à 400? Oui. Est-ce que y plus e3 égale à 600? Oui. Donc la solution est bien réalisable. D'accord? Donc, j'ai trouvé une solution réalisable associée en colo à une base, à la base E1, E2, E3. Pourquoi? Parce que, justement, E1, E2, E3 forment une matrice identité. D'accord? Donc, forme canonique, puis forme standard. La troisième étape, c'est chercher une solution réalisable associée à une base, c'est-à-dire un vecteur qui a la dimension égale au nombre de contraintes, qui est une solution réalisable, c'est-à-dire vérifie toutes les contraintes. Donc, forme canonique, forme standard, et puis chercher une solution de base réalisable formée par un certain nombre de variables dites de base, d'autres variables dites hors base. Les variables hors base doivent être, pour ce cas, obligatoirement nulles. On va imposer que ces variables-là soient nulles et on calcule le reste des variables, les variables de base. Le cas particulier, lorsque nous avons commencé l'exercice, comme on va considérer un second membre positif. Pourquoi j'ai considéré un second membre positif? Maintenant, vous pouvez voir ça. J'ai considéré un second membre positif. Je calcule les valeurs de E1, E2, E3, supérieur ou égal à 0. Quand j'ai égal à moins 400, par exemple, est-ce que la solution sera réalisable? Si c'était moins 400 ici, est-ce que la solution... Non, ça ne sera pas réalisable. Donc, si on dit base, ou on dit variable hors base, ou on dit variable de base, mais je ne peux pas trouver directement une solution réalisable. Donc, c'est un cas particulier où tous les composants du second membre BI sont supérieurs ou égaux à 0. Donc, dans ce cas,
Si vous arrivez à vérifier que tout le second membre, tous les composants du second membre B sont supérieurs ou égal à 0, vous pouvez directement poser canonique puis standard certainement. Vous pouvez toujours poser les variables d'écart comme une base, attribuer des valeurs nulles aux variables hors base et automatiquement, les valeurs des variables de base seront égales respectivement aux valeurs BI du vecteur du second membre B. C'est un cas particulier où tous les BI sont supérieurs ou égaux à 0. D'accord? Sinon, on va voir comment on procède. On va voir ou là, on va pas voir. L'essentiel, dans le cas où vous avez le second membre, vous pouvez poser ça. Et c'est une solution de base réalisable initiale, ce n'est pas la solution de base réalisable initiale. C'est-à-dire, on peut trouver d'autres solutions de base réalisable initiale, mais c'est une solution triviale, évidente, dans le cas particulier où nous avons un second membre supérieur ou égal à 0. C'est le cas le plus simple. D'accord? Donc, parce que nous avons des BI supérieurs ou égal à 0. C'est une solution, ce n'est pas la solution de base réalisable initiale. Et ça, c'est une base, ce n'est pas la base, ce n'est pas la seule. Je peux trouver d'autres, dans d'autres cas. Mais en particulier, lorsque nous partons de la forme canonique, puis la forme standard, on va certainement trouver une base formée par les variables d'écart. Ces variables d'écart, on va les appeler des variables de base qui forment la base initiale. Les autres variables, qui sont automatiquement les variables de décision, seront les variables hors base. On force ces variables hors base pour être nulles, par définition. Par définition, les variables hors base sont toutes nulles. C'est par définition. Et on calcule les autres variables, c'est-à-dire les valeurs des variables de base. Les valeurs des variables de base, dans le cas particulier où nous avons des BI qui sont toutes à valeur supérieure ou égale à 0, sont exactement égales au second membre. Et on va appeler ça une solution. Le col là, 0, 0, 1800, 400, 600, c'est une solution de base réalisable initiale associée à la base B égale à E1, E2, E3. C'est clair la troisième étape? Est-ce que la troisième étape? Oui. Une question ici. Est-ce que je peux avoir une variable de base nulle? Est-ce que je peux avoir, par exemple, E2 égale à 0? Oui. Pourquoi pas? Ce qui est obligatoire, c'est que les variables hors base soient nulles. Mais les variables de base peuvent être positives ou nulles. D'accord? Donc, je peux avoir une variable de base égale à 0. D'accord? C'est une remarque très importante là. Donc, on a trouvé une solution de base réalisable associée à la base B égale à E1, E2, E3. On va passer à la quatrième étape qui est de l'algorithme de simplex certainement, qui est la présentation du premier tableau de simplex. La valeur de Z sera égale à combien ici? Tout simplement. Valeur de Z. X égale à combien? 0. Y égale à combien? 0. 0, donc Z sera égal à 0, tout simplement. 0. Voilà. Donc la valeur de Z, elle est 0 pour cette solution de base réalisable initiale. D'accord? Et ce que j'étais en train de dire, la solution de base réalisable dans le cas particulier de BI supérieur ou égal à 0, automatiquement les variables de base seront égales à BI. Donc E1 égale à B1, E2 égale à E2, etc. Et on va appeler ça une solution de base réalisable initiale 0, 0, 1800, 400, 600 associée à la base E1, E2, E3. Avec une valeur de Z égale à 0. D'accord? La présentation sous forme de simplex revient à quoi?
on va présenter ça. J'écris un tableau à partir duquel je peux lire non. J'ai 3 variables de base, j'ai 2 variables hors base. Les variables de base ont une valeur l'une. Je lis les valeurs des variables de base, je lis la valeur de z. D'accord? On va prendre cette solution de base réalisable initiale associée à E1, E2, E3 et je vais la représenter sous forme d'un tableau de simplex. D'accord? C'est clair? Oui. Bien. Donc, solution de base, je n'ai ces données-là ou ces données-là, c'est une traduction, une écriture sur une autre forme, et on va présenter un premier tableau de simplex. Allez, premier tableau de simplex, chaque itération nécessite d'écrire un nouveau tableau. Ça, c'est le tableau initial associé à la base, à la solution de base réalisable initiale. Comment on va faire? Suivez la néraïchkom. On va, le numéro du tableau, il est obligatoire. On peut avoir une dizaine de tableaux. 1, 2, 3, 4, 5, juste pour nous rappeler d'où est-ce qu'on est par rapport à la résolution. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a plusieurs zones à remplir. Alors, la première chose, on va placer les variables de décision et les variables d'écart dans l'ordre que nous avons choisi pour la fonction objectif, qui est le même que nous devons garder pour les contraintes. Donc, on doit obligatoirement placer les variables comme l'ordre mis dans la modélisation sous forme standard. On peut, par exemple, dès le début, choisir de mettre 50y plus 30x, mais on sera obligé d'inverser ici aussi. Donc, on doit choisir un ordre et le garder jusqu'à la fin. Par convention, vous pouvez choisir n'importe quel ordre, mais par convention, variable de décision, puis variable d'écart, tout simplement. Mais l'ordre n'intervient pas. Vous pouvez choisir n'importe quel ordre, juste pour faire attention comment vous allez organiser les coefficients. D'accord? Donc, on met variable de décision, variable d'écart, dans l'ordre que vous avez choisi pour la matrice A et pour la fonction objectif. Dans les colonnes. Puis, on va placer les vecteurs de base en ligne dans l'ordre que nous avons mis ici aussi. Les variables de base dans l'ordre doit respecter le même ordre. Puis, on va les coefficients. D'où est-ce qu'on a eu ces coefficients-là? De la matrice? Matrice La matrice A. Z. La matrice A. Z, mais on n'a pas dit. On est en train de placer les coefficients de la matrice A. Donc, 3, 2, 1, 0, 0. La matrice, elle est de dimension combien? Dimension de la matrice A. كيفاش نعرف dimension d'une matrice? Dimension 2. La تخدم على 2 avec 2 variables. MN. Ici, on dit 3 contraintes et 2 variables de décision. Est-ce que la matrice, est-ce que le vecteur de décision dimension T ou 2 ou à la 5? Le vecteur X, il a la dimension de 2 ou à la 5? إذا les variables d'écart قاعد dimension égale à 2 ولا égale à 5. لو كنتوا تقولوا لي x y e1 e2 e3 قداش من فيكتور قداش من variable هذوم x 5. Donc la matrice elle est de dimension 3 2 ولا 3 5. 3 5. 3 5 tout simplement. Moi je prends le 3 2. Donc elle a une dimension de 3
5. 3 lignes, 5 colonnes. D'accord? Donc, on place la matrice A dans l'ordre d'écriture sous la forme standard ou la canonique. D'accord? À votre avis, qu'est-ce qu'on va placer ici? Quel vecteur? 1800, 400, 600. Voilà, on va placer le vecteur. Qu'est-ce qui reste? Tout simplement. Qu'est-ce qui reste? Z en bas. لهنا إذا كان نكتب Z égale à 30x plus 50y plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3 وإلا 30x plus 50y plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3 moins Z égale à 0. Est-ce qu'il y a une différence? Non, كيف هكا c'est la même chose. Juste نحط Z à gauche ou à droite. Et on va écrire le coefficient de la fonction Z ici. Le coefficient de x, c'est 30. Coefficient x c'est 30. Coefficient de y, c'est 50. Dans l'objectif de la solution de base réalisable initiale. Coefficient de E1, c'est 0. Coefficient de E2, 0. Coefficient de E3, c'est 0 dans l'objectif. Et la valeur de z, c'est 0. De moins z, en fait. De moins z. 30x1 plus 50x2 plus 0e1. On est à x égale à 0, 0. Plus 0e2 plus 0e3 moins z égale à 0. Donc, c'est la valeur de moins z. D'accord? C'est clair? Oui. Bien. Oui, ça va. Donc, est-ce que nous avons traduit toutes les informations de la solution de base réalisable initiale dans ce tableau? Est-ce qu'il y a une information qui manque? Non? Toutes les informations sont sur le tableau. Donc, ce que vous êtes demandé de connaître, d'appliquer, vous devez être capable de lire la solution à partir du tableau et présenter n'importe quelle solution sous forme d'un tableau. Les deux sens de présentation, vous êtes demandé d'être capable de faire. D'accord? Une solution avec la base et la présenter dans un tableau de simplex, ou inversement, lire un tableau de simplex, c'est-à-dire extraire les valeurs de chaque variable de décision, chaque variable d'écart et la valeur de z. D'accord? Vous êtes capable de faire ça? Oui. Oui. D'accord. Traduction de l'écriture sous forme de tableau que nous avons fait. On va vous montrer un petit peu comment on lit la solution à partir du tableau. D'accord? Donc, je vais dire, les variables de... Je sais pas, des variables de base. Les autres variables, des variables hors base. Toutes les variables hors base ont une valeur nulle. Si j'ai une variable qui existe ici, et n'existe pas en ligne, donc c'est automatiquement une variable hors base et sa valeur est nulle. D'accord? Ça, c'est une première chose. 2. Comment on va lire la valeur de chaque variable de base maintenant? On va juste considérer la variable et la valeur de BI correspondante. E1 égale à 1800, E2 égale à 400 et E3 égale à 600. Et ce, dans un cas particulier, le cas particulier, et non? البي supérieur à 0. Très bien. Hussein, c'est toujours Hussein, non? Oui. C'est lorsque le second membre est positif. Ou nul. Et Hataken 0, c'est correct. Hein? D'accord? Donc, les valeurs des vecteurs de base, le second membre, lorsque c'est positif ou nul, les vecteurs hors base ont une valeur nulle.
D'accord? B. Voilà, vecteur hors base. معناها les vecteurs hors base, c'est tout vecteur, toutes les variables hors base, c'est toute variable existante en colonne, il n'existe pas en base, par définition. D'accord? La valeur de z, je la lis ici. Dans ce cas, elle est égale à 0. Et ce premier tableau de simplex sera décrit comme suit. C'est un premier tableau de simplex associé à la solution de base réalisable x, y, E1, E2, E3 de valeurs respectivement 0, 0, 1800, 400, 600 liées à la base E1, E2, E3 de valeurs z égale à 0. C'est clair? Oui. Vous êtes là? Oui, vous êtes là, donc c'est clair. D'accord? Donc, forme canonique, standard. Chercher une première solution de base réalisable associée à une base qui forme une matrice identité qui a exactement la dimension égale au nombre de variables, au nombre de contraintes, pardon. Représenter cette solution de base réalisable initiale dans le premier tableau de simplex. La cinquième étape, c'est le test d'optimalité. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Non? D'accord. C'est quoi le test d'optimalité? Je dois vous rappeler qu'on est en train d'étudier un problème de maximisation. Parce que si c'était une minimisation, ce sera autre chose. On se focalise sur la maximisation. Une fois nous avons présenté la solution, les bases, etc., on va tester l'optimalité de cette solution. Elle est égale à combien? 0, 0, 1800, 400, 600. Est-ce que c'est optimal ou pas? Et pour un problème de maximisation, on va vérifier la dernière ligne des coefficients z. Et on va dire que pour un problème de maximisation, cette solution est optimale si tous les coefficients de z sont inférieurs ou égaux à 0. Pour un problème de maximisation, la solution est optimale si tous les coefficients de z sont inférieurs ou égaux à 0. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tous les coefficients de z sont inférieurs ou égaux à 0? Non. Non. Si j'ai une seule valeur strictement positive, on dit que la solution n'est pas optimale et qu'on va effectuer une itération de simplex. Dans ce cas, nous avons deux, peu importe, 1, 2, 3, 10, 20. L'essentiel, si une seule valeur des coefficients de l'objectif de la dernière ligne du tableau de simplex est strictement positive pour un problème de maximisation, on dit que la solution de base réalisable que nous avons présentée dans ce tableau n'est pas optimale et on va effectuer une itération. Par analogie avec la résolution graphique, effectuer une itération, c'est-à-dire tester un autre point extrait. C'est-à-dire, on va tester un autre point du domaine réalisable. C'est-à-dire, on va présenter une autre solution réalisable dans un autre tableau de simplex. C'est ça l'itération. C'est déplacer d'une solution réalisable à une autre et tester l'optimalité de chaque solution. C'est-à-dire calculer la valeur de z et vérifier est-ce que nous avons une valeur de z strictement supérieure ou égale à la valeur que nous avons trouvée ici. D'accord? Donc, dans ce cas, on va dire que la solution n'est pas optimale et on va effectuer une itération. Dans ce cas, on dit deux coefficients strictement positifs. Mais oui, ne change rien pour le test d'optimalité. Ça va changer l'itération, mais pas pour le test d'optimalité. Le test d'optimalité, c'est vérifier si nous avons une valeur strictement positive pour une optimisation. Nous avons une valeur, au moins une valeur positive, donc on va effectuer une itération qui revient à tracer un
deuxième tableau de simplex. On écrit l'ordre du tableau ici. D'accord? On va calculer un deuxième tableau de simplex, c'est-à-dire effectuer une itération tout simplement. On avance? C'est bon? Des questions? C'est quoi l'itération? C'est chercher la nouvelle base, chercher les nouveaux coefficients de tout le reste du tableau. Chercher quels sont les vecteurs de base, les nouveaux vecteurs de base, et calculer les coefficients de A et les coefficients de Z, la valeur de Z, la nouvelle valeur de Z, et les nouvelles valeurs de B. D'accord? Comment on va procéder? Bien sûr, on va partir du premier tableau. On va considérer le premier tableau et on va appliquer ce qu'on appelle les deux critères de Dantzig. Dantzig. D'accord? Deux critères de Dantzig. Le bleu, c'est un critère, on va le voir en détail. Le vert, c'est un critère qu'on va le voir aussi. Et puis, on va continuer. Juste avant, Khalina fait les deux premières étapes qui sont les deux critères de Dantzig. Donc, on va partir du premier tableau pour calculer le deuxième. Le premier critère, Dantzig dit, Dantzig, celui qui a mis, voilà, qui a détaillé les étapes de l'algorithme de simplex. Hein. Alors, la première étape, on va partir, je vous rappelle, du premier tableau et on va choisir ce qu'on appelle le vecteur sortant. C'est-à-dire quoi le vecteur entrant, pardon. نبداو بالvecteur entrant. C'est-à-dire quoi le vecteur entrant? Oui, entrant dans la base. C'est-à-dire, pour modifier cette base-là, on va nous baser sur, tout d'abord, on va effectuer une seule modification, c'est-à-dire on va garder deux vecteurs de base et remplacer un. La décision à prendre pour ces deux critères, c'est quel vecteur on va faire sortir de la base et on va faire entrer quel vecteur. C'est-à-dire, on va faire sortir ou bien E1, ou bien E2, ou bien E3 et introduire ou bien X ou bien Y. D'accord? Les vecteurs hors base en fait. Comment choisir le vecteur entrant? On va considérer le vecteur qui a le coefficient de Z le plus grand, le plus positif, le plus grand car on va considérer le vecteur qui a la valeur de l'objectif, le coefficient de l'objectif le plus grand et on va le considérer comme vecteur entrant. Dans ce cas, on a le choix entre x, y, puisque c'est les deux vecteurs qui ont des coefficients strictement positifs. Et on va considérer que y, selon le premier critère de Dantzig, sélectionner le vecteur qui a la valeur du coefficient de l'objectif la plus positive, strictement supérieure à 0, et la plus grande, et on va considérer comme vecteur entrant ce vecteur y, c'est-à-dire on va introduire le vecteur y dans la base. Est-ce qu'on peut avoir dans notre exemple une base de dimension 4? Est-ce qu'on peut avoir dans notre cas une base de dimension 4? En fait, non, tout simplement parce que nous avons trois contraintes. La base doit avoir exactement une dimension égale au nombre de contraintes. On dit 3 contraintes, donc le nombre de vecteurs de base doivent être exactement égal à 3. Donc, puisque je vais introduire y, donc je vais retirer de la base l'un des vecteurs E1, E2, E3. Qui fait je vais décider ça? Y va remplacer quel vecteur? On va calculer ce qu'on appelle le ratio technique. Non, le ratio technique tout simplement. Le ratio technique, ce tableau, c'est 1800 sur 2, 400 sur 0, on va voir, on ne peut pas diviser par 0, et 600 sur 1. Et on va appeler ça ratio technique. D'accord? On va calculer. Madame, passe le partage. Passe le partage.
Je vais partager tout l'écran. Oui, c'est bon, Haka? Amal. Ça va, ma son diaporama. Ah, il faut juste le ratio technique ici. Donc, on va calculer, voilà, on va calculer le ratio technique qui est égal à quoi? Second membre sur le coefficient associé au vecteur entrant. On est d'accord, les y, c'est le vecteur entrant. Et on ne va considérer que les coefficients strictement positifs. C'est-à-dire, si j'ai un coefficient nul ou négatif, on va avoir des coefficients négatifs, on va ignorer ce calcul de ratio critique. D'accord? Donc, le vecteur entrant, c'est celui de premier critère de Dantzig. Le vecteur entrant, c'est celui qui a le coefficient le plus grand, le plus positif, extrêmement grand. Ce vecteur sera introduit dans la base et va remplacer un autre vecteur. Comment décider le vecteur sortant? On va décider le vecteur sortant en calculant le ratio technique. Qui fait je calcule le ratio technique? C'est le second membre divisé par le coefficient associé à ce second membre dans le vecteur entrant. Et on ne va considérer, selon le deuxième critère de Dantzig, que les coefficients qui sont supérieurs strictement à 0. Donc ici, on ne va pas considérer E2. On ne va considérer que E1 et E3. On va calculer le ratio technique de E1, le ratio technique de E3, et on va dire que le vecteur sortant, c'est le vecteur qui a le ratio technique le plus faible. Faire entrer le vecteur qui a le coefficient le plus grand, ce vecteur va remplacer le vecteur de base qui a le ratio technique le plus petit. D'accord? Donc la nouvelle base sera quoi? La nouvelle base sera quoi? Y va remplacer E3. Donc la nouvelle base sera quoi? E1, E2, Y. Tout simplement, très bien. La nouvelle base sera dans l'ordre. On a E3, Y. Dans l'ordre. La nouvelle base de la deuxième solution de base réalisable, qui peut être optimale ou pas, c'est E1, E2, Y. Voilà. D'accord? C'est clair comment choisir le vecteur entrant, le vecteur sortant et la nouvelle base. Hein? Oui. Il y a des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à part Fossé Mohamed? Manifestez-vous. Ahmed, Lina, Mohamed, Linda, vous êtes là? Mariam? Oui, madame. Bien sûr. Oui, madame. Oui, madame. Vous arrivez à suivre, non? Oui, ça va. L'essentiel, vous arrivez à suivre. Donc, on dit une nouvelle base, E1, E2 et Y. Je dois calculer ces coefficients. Donc, la première étape, sélectionner le vecteur, voilà, calculer le vecteur entrant qui a le coefficient de l'objectif le plus grand. Deuxième étape, deuxième critère de Dantzig, calculer le ratio technique qui est égal au second membre divisé par le coefficient du vecteur entrant en considérant uniquement les coefficients qui sont strictement positifs et faire sortir de la base le vecteur qui a le ratio technique le plus faible. Ce vecteur sera remplacé par le vecteur entrant. Dans notre cas, Y remplacera E3 et la nouvelle base sera dans l'ordre en respectant obligatoirement l'ordre E1, E2, E3. Si le vecteur sortant était E2, la nouvelle base E1, Y, E3. Donc on doit garder l'ordre. Maintenant, l'étape suivante, on va calculer tous ces coefficients-là.
D'accord? Avant ça, on va juste appeler le vecteur entrant, la colonne du vecteur entrant, la colonne pivot, la ligne du vecteur sortant, ligne pivot, et l'intersection de cette ligne pivot et cette colonne pivot, on va l'appeler élément pivot, tout simplement. Donc, le vecteur entrant, c'est le vecteur pivot, colonne pivot. La ligne sortante, c'est la ligne pivot et l'intersection, c'est l'élément pivot. Et on va utiliser ces valeurs du premier tableau de simplex pour calculer les nouvelles valeurs comme nous avons déjà dit. Comment on fait? Comme première étape, on va diviser la ligne pivot par l'élément pivot. Dans notre cas, on ne va rien faire puisque le pivot est égal à 1. Donc, on va faire quoi? 0 normalement sur 1, 1 sur 1, 0 sur 1, 0 sur 1, 1 sur 1 et 600 sur 1. Diviser la ligne pivot par l'élément pivot. D'accord? C'est bon? Oui. La base, elle forme toujours une matrice identité. Est-ce que, à votre avis, les coefficients de E1 et E2 vont changer? Puisqu'on a qu'un fait le base ou pas fait le base. Est-ce que les coefficients de E1 et E2 vont changer? Non? Je vais garder les mêmes coefficients pour les colonnes des vecteurs qui étaient et restent des vecteurs de base. Donc, je vais mettre les colonnes des vecteurs de base telles quelles dans le nouveau tableau de simplex. Les anciennes valeurs des vecteurs de base pour les deux colonnes vont être maintenues. D'accord? Et toutes les transformations qui vont suivre vont être pourquoi, à votre avis? Pour transformer quoi en quoi? On a rajouté une matrice identité pour la base. C'est tout simplement pour que cette colonne-là complète la matrice identité. Colonne Y complète la matrice identité. Donc, les calculs que nous allons faire, c'est pour rendre A12 égale à A22 égale à 0. Et pour garder la cohérence de la matrice, on va appliquer ces calculs-là pour toute la matrice. D'accord? Diviser la ligne pivot par l'élément pivot, garder ou maintenir les valeurs des vecteurs qui étaient et restent des vecteurs de base, et puis effectuer des transformations de la matrice pour, surtout, dans un objectif de introduire ou compléter la base de dimension 3 pour le vecteur y et donc avoir ici 0 et ici 0 aussi. Puisque c'est un vecteur hors base, donc on aura un 0 automatique ici. D'accord? Pour cela, on va juste appeler le coefficient A, I, J pour chaque coefficient ici. Par exemple, A11 égale à 3. Dans l'exemple A22 égale à 0. Je connais A, S, E égale à combien? S sortant, E entrant. A, S, E égale à combien? S, c'est la ligne sortante. E, c'est le vecteur entrant. L'élément pivot, tout simplement. VS, vecteur sortant, vecteur entrant. Donc, on va appeler A, S, E, l'élément pivot, tout simplement. A4, 2 égale à combien? A4, 2. 50. 50, très bien. Donc, vous avez juste, on va appeler A et J les éléments de la matrice et en particulier l'élément pivot sera ASE, AK. D'accord? On va garder cette notation chez le cours. AP6P, c'est l'élément pivot 6 égale à 600, AP5 égale à 1, etc. Ce sont des exemples que vous pouvez voir chez vous. Ce qui nous intéresse, c'est les calculs des coefficients.
كيفاش on va calculer par exemple l'équation on va revenir à ça tout de suite. Par exemple on va calculer la nouvelle valeur à 1,5, c'est-à-dire la nouvelle grand A pour le nouveau tableau, petit a pour l'ancien tableau T-1. D'accord? On va calculer la nouvelle valeur de A. كيفاش تبعوني لهنا عايشكم؟ On va considérer la même position, c'est-à-dire petit a 1,5. Petit a 1,5. On va projeter deux projections orthogonales, une projection sur la ligne sortante pivot, une projection sur la colonne entrante pivot. Et on va avoir ces quatre valeurs-là. Le pivot, l'élément correspondant à la valeur que nous sommes en train de chercher, et les projections orthogonales sur les lignes, la ligne sortante et la colonne entrante. Est-ce que c'est clair comment nous avons trouvé ces valeurs-là? Vous avez la coloration. Ça, c'est l'ancienne valeur. Ça, c'est la projection sur la ligne sortante. Pardon. La projection sur la colonne entrante et le pivot au dénominateur. Et on va calculer la nouvelle valeur à grand A1,5 comme étant l'ancienne valeur moins 2 fois 1 divisé par le pivot. Donc, moins 2. Voilà, on va trouver moins 2. On va faire la même chose pour tous les coefficients AIJ, CI et BJ. Voilà l'axe, CJ, BJ, BI. C'est un compteur de toute façon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je refais les calculs ou là c'est bon? S'il n'y a pas de réponse, c'est bon pour moi. Hein? D'accord. Madame, on refait, s'il vous plaît. On va calculer à 1,5 par exemple. On commence par sélectionner l'élément qui correspond à la même position dans le tableau précédent. Et là, je calcule le tableau 2, je considère le tableau 1. Je calcule le tableau 5, je considère le tableau 4. Donc, on va considérer l'élément petit a 1, 5. On va projeter, regardez ici les couleurs, c'est A1, 5. On va projeter sur la colonne entrante, c'est Y, la ligne sortante que nous avons déterminée qui est E3, et l'élément pivot c'est toujours considéré. Et le calcul sera comme suit. La nouvelle valeur, c'est-à-dire grand AIJ égale petit AIJ moins 2 fois 3, c'est-à-dire ASJ SJ fois AIE, c'est-à-dire I est le 1 ici, E c'est la colonne entrante divisé par le pivot. On va trouver moins 2 dans ce cas. Un autre exemple. Par exemple, comment on calcule cette valeur-là, plutôt A21 ici. A21 égale à combien? A21 égale à combien? السليكسيون نتاعها في الان اللي هي قبل ال 2 هذيك. choisis le correspondant ici اللي هو هذا. هاي on projette. بعدنا بروجيكسيون على الفيكتور سورتون. Voilà, le vecteur entrant et le vecteur. Ah, puis j'ai résultat. Et on projette sur ça. عطيني كيفاش حسبناها on va ça et ça. Et la nouvelle valeur sera quoi? L'équation. 1 moins 0 fois 0 sur 1.
D'accord? C'est clair? La valeur de Z, là, de la même manière, la valeur de Z. La valeur de Z ici. C'est égal à combien? 0 moins 50 fois 600. 50 fois 600 sur 1. Très bien, voilà. Moins 30. Très bien. Voilà, avec H on doit faire tous les coefficients. Pour C1, C2, C5. Bien que C2, ça doit être égal à 0. D'accord? De même pour le reste des coefficients. Pour Z, ça sera égal à 0 moins 50 fois 600 divisé par 1. D'accord? Vous pouvez vérifier que nous allons avoir ces coefficients-là. Si vous voulez vérifier un coefficient, قولوا لي تنهضوا كيف pour 1800 كيفاش ولات 600 آخر حاجة la dernière valeur à vérifier. Comment j'ai trouvé ces 600 là? 600 كيفاش لقيتها؟ Vers 800 à ma sélectionner pour jeter le vecteur entre moins 600 moins 2 600. sur 1. Voilà. D'accord? Et on va voir les nouvelles valeurs pour la nouvelle solution. Vous allez me dire ce n'est la nouvelle solution. Et une fois nous avons calculé tous les coefficients, on oublie le tableau I-1. ننسى le tableau 1. ماش حاجتي بيه الجملة. D'accord? مادام هذه تسمى اوبتيمال تو بزاف مش لا ما اوبتيمال. قلناش اوبتيمال، حنا قلنا on cherche une nouvelle solution. بعد on va vérifier. انت قل لي تراه من قبل ما نقول لكم est-ce que c'est optimal? Non, madame, 30 positif. مثلا عندنا نيجاتيف. Coefficient 30 positif. 30 positif. Oui, mais est-ce que vous pouvez me dire, puisque vous avez avancé, c'est pas optimal, très bien, c'est Amal. Madame Linda, نحكي Linda ما تبغاش صحيح. لا مش متغشة. تو عرفنا اللي لا سوليسيون ني با اوبتيمال. ما قولوا لي شنو هي سي سوليسيون؟ سي كوا لا سوليسيون؟ ما هي x y 1 2 3 ولا x égale à combien? X égale à combien? C'est un vecteur de base ou hors base? X, c'est un vecteur de base ou un vecteur hors base? Hors base. Hors base. Donc sa valeur, elle est égale à combien? 0. 0. Donc x égale à 0. Y. بطبيعتها 0 هي موجودة. Non. Les vecteur de base ou l'y. Donc, منين نقرا له الفالور نتاعو 600 600 E1 600 E2 400 Y E3 pardon 600. E3 est-ce que c'est un vecteur de base ou hors base? hors base. Hors base, donc sa valeur est nulle. 0. Les vecteurs hors base sont tous nuls. Donc, x égale à 0, y égale à 600, E1 égale à 600, E2 égale à 400 et E3 égale à 0. Donc, c'est la nouvelle solution de base réalisable associée à quelle base? E1, E2, Y. Très bien. Associée à E1, E2, Y, deux valeurs Z égale à moins 30 000. Surtout pas moins 30 000. On a dit c'est la valeur de moins Z. Donc c'est deux valeurs Z égale à 30 000. Très bien. Donc si on veut lire cette solution-là, c'est le tableau de simplex associé à la solution x, y, E1, E2, E3, deux valeurs respectives 0, 600, 600, 400, 0, liées à la base
E1, E2, Y de valeur Z égale à 30 000. D'accord? Est-ce que cette solution est optimale? Non. Pas parce que je vais moins 50, je vais 30. Parce que j'ai une valeur inférieure strictement à 0. Strictement à 0. Moi, inférieur ou égal. Négatif. Une valeur est positive. Une valeur positive. Aïe, aïe, positive, positive. Strictement positive. Moi, strictement négatif. Strictement positive. D'accord? Donc, ce n'est pas optimal. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche une autre. Voilà, très bien. On cherche une autre solution par une nouvelle itération. C'est-à-dire quoi? Je m'en ai une nouvelle itération. Un nouveau نشوفوا pivot. Très bien. Chercher Voilà. le nouveau vecteur entrant, le nouveau vecteur sortant. Calculer les coefficients par la même méthode. D'accord? Ce sera quoi le vecteur entrant? عندي كان un seul choix لهنا هكا ولا ايه؟ Est-ce que j'ai le choix كيما قبيله عندي x y؟ لهنا عندي choix pour le vecteur entrant؟ X. Non, non, qu'un Ça X. ne peut être que x. D'accord? Pour le vecteur sortant, je vais calculer le ratio technique qui est égal à combien? Ici, ça sera 600 sur 3, 400 sur 1 et 600 sur 0, c'est ça? Oui. Oui. 600 sur 0, C'est sur 0 vide. 600 sur 0, je ne considère pas y, c'est-à-dire y ne peut pas être un vecteur sortant. Donc, x va remplacer ou bien E1 ou bien E2. On dit 600 sur 3 égale à 200, ou 400 sur 1 égale à 400. 200, 400, je choisis le vecteur qui a la valeur la plus petite. Donc, x va remplacer E1 et la nouvelle base sera x, E2, y. D'accord? D'accord? Pour le troisième tableau de simplex, le vecteur entrant sera x, le vecteur sortant sera E1, la nouvelle base sera x, E2, y. D'accord? Qui fait qu'on va calculer les coefficients? La première chose, on va diviser le pivot. La colonne pivot, c'est quoi la colonne pivot? La colonne pivot? E1. Non. La colonne pivot, c'est la colonne du vecteur entrant. Donc, la colonne pivot, X. La colonne pivot, c'est X. La ligne pivot, c'est le vecteur. Ah, ligne pivot E1. Ah, on dit une colonne. Sur l'autre, bien la ligne ou la colonne. D'accord, oui, tu as raison. La ligne pivot, donc c'est E1. La colonne pivot, c'est X. Très bien. L'élément pivot, c'est l'intersection qui est égale ici à 3. La première étape pour calculer le coefficient du nouveau tableau, c'est diviser cette ligne pivot par combien? Par 3. Par 3. Bien. On divise cette ligne pivot par 3. On garde, je nomme les vecteurs qui seront gardés sans calcul dans ce cas. C'est E2Y. E2 et Y, on les dans le nouveau tableau. Une remarque, une base. Dans ce cas, dans le cas de la programmation linéaire, dans le cas général, c'est une base, les colonnes, ils se mettent linéairement indépendantes. C'est-à-dire quoi, linéairement indépendantes? C'est-à-dire, j'écris, ça c'est une matrice identité. Section matrice, mini section matrice. Voilà. Heavy, c'est une matrice identité. D'accord? Heavy Z, c'est une base
c'est une matrice identité. C'est bon. Voilà. Ça aussi, c'est une matrice identité. D'accord? Donc, on n'est pas, ce n'est pas obligatoirement diagonale visible. Donc, diagonale fait 1. Il suffit de trouver une matrice carré de dimension égale au nombre de contraintes ou des colonnes. Quelle colonne fait 1 في بقعة. واحد في première ligne ولا colonne, واحد في deuxième ligne, واحد في troisième ligne. هذه زاد c'est une matrice identité et c'est une base. Vous n'êtes pas obligé de trouver, vous ne pouvez pas d'ailleurs, trouver toujours la matrice identité avec diagonale égale à 1. D'accord? Donc, لهنا نرجعوا au deuxième tableau. Voilà. شنو هي la base? وين هي la base en fait? La base هي E1, E2, Y. Donc, ما عنديش أنا في الdiagonale 1 et ما عندي 1 pour chaque position nécessaire pour avoir une matrice identité. D'accord? يتسموا linéairement indépendants linéairement indépendantes les colonnes. D'accord? C'est une propriété algébrique. Pour vous, c'est admis. Donc, quel que soit l'exemple, lorsque vous trouvez une base, elle est linéairement indépendante et vous n'êtes pas obligé de vérifier s'il s'agit ou pas d'une base puisque c'est la matrice identité. D'accord? Donc, les deux vecteurs qui vont garder les mêmes valeurs, on a les vecteurs E2, je vais mettre 0, 1, 0, 0, et le vecteur Y, je vais mettre 0, 0, 1, 0, et je calcule le reste des coefficients qui m'amènent pour le premier tableau pour le deuxième tableau de simplex. D'accord? Vous pouvez vérifier et nous connaissons ces valeurs-là. Attendez le moins 10 que je connais par exemple. Comment nous avons trouvé le moins 10 ici? Comment nous avons calculé le moins 10? Regarde. ما لا سيليكسيون على التابلو الاخر. Donc, ناخذ ce zéro là, اللي نفسه c'est la même position, moins 30 fois 1 fois sur 3 sur le pivot sur 3. D'accord? La valeur de z كيفاش لقيناها؟ C'est moins 30 fois 30 moins 30 moins 30 fois 600 sur 3. Sur 3. Voilà, on a moins 36 000. Kif pour le reste des coefficients. D'accord? B. Est-ce que la solution est optimale? Pour une maximisation, est-ce que la solution est optimale? Oui. Oui. Oui, madame. Alors, négatif, c'est bon. On oublie le deuxième tableau. Donc, l'optimalité. Tous les coefficients de z du dernier tableau sont négatifs ou nuls. Il s'agit d'un problème de maximisation, donc la solution est optimale. C'est quoi la solution optimale? X égale. C'est le tableau de simplex associé à la solution x, y, E1, E2, E3 de valeur. X égale. X égale. 0. Ah bon? C'est un vecteur de base ou la hors base? شوف اللي موجودين لهنا sont regardez اللي موجودين في التابلو 200 صحيح اللي موجودين لهنا ce sont des vecteurs de base نقرا لهم les valeurs نتاعهم à partir de la dernière colonne. Les vecteurs qui n'existent pas ici sont des vecteurs hors base et ont une valeur nulle tout simplement. Alors x égale 200, y 200. Allez, 600. 600, E1 0. 0, E2 0 hors base. 200. Très bien. Et E3 hors base 0. 0. Valeur z égale 36 000. 36 000. Madame, oui. 6 000. 36 000. Pourquoi, madame, la valeur de z est tout le temps moins z? Avec comment 36 000? Plusieurs façons d'écrire
3 ou 4 façons d'écrire la valeur de Z. إذا كان نحطوها من هنا نحطها 36000. Ici, par convention, كي نحطها لهنا, c'est comme si j'ai mis quoi? 0 égale 0 plus 0, 0x plus 0y. قلناها من أول ما كتبنا التابلو الأول. C'est comme si 0 égale 0 fois x plus 0 fois y plus moins 10 fois E1 plus 0 fois E2 plus moins 30 fois E1 moins z égale à 0. Donc, cette équation égale à z وأنا حطيتها لهنا. C'est une façon d'écrire وكها. احنا من الأول par convention on a posé cette valeur-là égale à moins z. D'accord? نجم تلقى un document فيه le z من هنا وتولي plus z. أما si on décide de choisir la convention d'écrire le z ici, ce sera un moins z par convention. Donc, من الأول كي حطينا la définition du premier tableau de simplex, on a défini cette case-là comme étant le moins z. D'accord? La solution. Oui, madame. D'accord. La solution optimale, on la note Z étoile. Si. La solution optimale, nous y doit étoile. Z étoile, X étoile, Y étoile. D'accord? Dis-moi, nous étoile. Est-ce qu'on a besoin des valeurs de E1, E2, E3 réellement? Non, ce sont des opérateurs de calcul. E1 égale E2 égale E3 égale. حاجتنا بالXY. Donc, نجم نحط la solution de base réalisable, c'est x x étoile égale 200, y étoile égale 600 et z étoile égale 36 000. D'accord? C'est clair? Des questions? Mais? Oui, oui, madame. Oui, ça va. Question, voilà, oui, c'est clair. Donc ici, vous avez la démarche à suivre. Vous pouvez la suivre. Voilà. Donc, forme canonique, forme canonique, forme standard, première solution réalisable. Si vous avez en particulier des seconds membres supérieurs ou égaux à 0, vous pouvez choisir les vecteurs de base, les variables d'écart et poser les variables de décision nulles. Et vous allez avoir une première solution de base réalisable. Les variables hors base ont toujours une valeur nulle. Voilà. Vous tracez le premier tableau de simplex. Vous testez l'optimalité. Si c'est optimal, vous arrêtez. Sinon, vous effectuez une itération. Et ce, dans le cas particulier d'un départ à partir d'une maximisation contrainte inférieure ou égale et un second membre positif. D'accord? L'année, juste, on va finir par 3 cas, je pense, 4 cas particuliers que vous pouvez rencontrer lorsque vous essayez de résoudre un programme linéaire par l'algorithme du complexe. On va considérer par exemple ce programme linéaire, je sais là, ce programme linéaire, on trace le premier tableau de simplex. Je me directement, si vous avez des coefficients supérieurs à 0, supérieurs ou égal à 0, vous pouvez directement tracer le tableau de simplex. Juste, il faut chercher la forme standard. Alors, ça, c'est le premier tableau de simplex. Est-ce que c'est optimal? Non, parce que j'ai au moins une valeur strictement positive. Je vais choisir, voilà. Je vais choisir le vecteur entrant. Ce sera quoi le vecteur entrant? Celui qui a la valeur la plus positive. Ici, on dit deux valeurs les plus positives. Qui m'a le x1, qui m'a le x2. Réellement, on peut choisir ce qu'on veut, entre guillemets. Et là, ça va avoir une influence sur le nombre d'itérations. قديش من tableau de simplex je vais calculer. فما une méthode اللي تقول لي أنهي منهم نختار. Quel vecteur choisir من l'eau. شنو هي cette méthode? Là, احنا قداش عندنا من choix. Deux choix, voilà. On va tester chaque choix à part. Donc, on va considérer chaque possibilité à part. Qu'est-ce qui se passe si on va considérer le premier?
vecteur, c'est-à-dire x1 comme vecteur entrant, puis x2. Et on va appliquer à chaque choix calculer le ratio technique. Donc, on va choisir le premier cas. On va supposer que nous allons considérer x1 comme vecteur entrant ou la sortant x1 Entrant. Entrant, très bien. Si on va choisir ça, on va trouver le premier ratio critique ici égal à 7 sur 1 égale à 7, en bas égal à 9 sur 2 égale à 4,5. Et on va choisir E2 comme vecteur sortant, qui a la valeur la plus petite. Dans le deuxième cas, si on va considérer x2, on va choisir le vecteur E1 parce qu'il a la valeur la plus petite. Si on compare les deux maintenant, la règle dit, non, on choisit le choix bleu ou la vert qui me donne le ratio critique choisi le plus grand. Le ratio technique, je critique. Le ratio technique choisi le plus grand. L'année, si je choisis x1, je vais avoir un ratio technique égal à 4,5. Si je choisis x2, je vais choisir un ratio technique égal à 7. Donc, je vais considérer la deuxième possibilité. Et pour converger plus rapidement, on doit choisir x2 comme vecteur entrant. D'accord? On continue normalement. Donc, on choisit x2 comme vecteur entrant, on choisit E1 comme vecteur sortant, la nouvelle base sera x2, E2, etc. Ça, c'est le premier cas particulier lorsque nous avons les coefficients relatifs au premier critère de Dantzig égales. On dit choses valeurs positives qui sont égales, qui sont les plus grandes. D'accord? C'est clair pour le premier cas? Oui. Et le deuxième cas, mais ce n'est pas optimal. On a un seul cas, donc x1 sera le vecteur sortant. Je calcule le ratio technique, je trouve 7 sur 1 et 14 sur 2. Je trouve deux ratios techniques égaux. Donc, on doit choisir. Est-ce que le vecteur sortant sera E1 ou E2? Kiff, on va considérer chaque cas à part. Si je choisis, pour les deux cas, le vecteur entrant c'est x1. Si je choisis comme vecteur sortant le vecteur E1, j'aurai un calcul à faire. Si je choisis le vecteur sortant comme E2, j'aurai autre chose. Et je calcule la somme AIJ, qui est égale, dans le premier cas, AIJ, c'est AIJ, I égale à 1, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est la première ligne, 1 plus 1 plus 1 plus 0, sans considérer le second membre. On va trouver 3. Pour le deuxième cas, on divise par le pivot. On divise par le pivot, on trouve 3. On calcule, dans notre cas, la somme des A2J, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 0 plus 1, on trouve 4. On divise par le pivot, on trouve 2. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que j'ai calculé ici? Mais on n'a pas fait le choix, juste comment faire les calculs. C'est clair ou là je répète? Oui, ça va. D'accord. On va comparer les sommes divisées par le pivot et on va choisir aussi la valeur la plus grande de somme sur pivot. Donc, dans notre cas, on va choisir comme vecteur sortant le vecteur 1. C'est pas faux si on choisit E2, mais ça va converger plus lentement. Donc, si on choisit E1, la convergence sera plus rapide, tout simplement. D'accord? Troisième cas, ici, c'est pas optimal pour une maximisation, hein, toujours pour une maximisation. Si j'ai pas le choix, le vecteur entrant c'est E1 et je vais calculer le ratio technique. On ne considère pas les coefficients négatifs, on ne considère pas les valeurs nulles. Donc on aura coefficient négatif ou nul. Donc je n'arrive pas à choisir un vecteur sortant. Dans ce cas, on dit que le problème est non borné. La résolution graphique, on a un problème non borné. C'est simplex, on peut se trouver dans des situations de problèmes non bornés ici aussi. Les quantités négatives des contraintes,
mais demain, on ne va pas revenir. On multiplie par moins 1. Les variables qui ne sont pas positives, on effectue des changements de variables. On a aussi vu le 5e cas. D'accord? Donc, on a fini avec l'algorithme de simplex. Ici, vous avez un résumé des étapes, forme canonique, forme standard, solution réalisable. Si c'est optimal, on arrête. Sinon, on effectue une itération par vecteur entrant, vecteur sortant et calcul des coefficients. Et vous avez ici quelques détails pour les étapes de calcul, que ce soit pour le premier, deuxième critère de Dantzig ou le calcul des différents coefficients. D'accord? Comme exercice à faire chez vous, vous allez trouver dans votre support de cours, vous allez commencer par modéliser ce programme linéaire. C'est très simple, c'est une application directe, donc vous serez certainement capable de résoudre ce programme-là présenté sous forme d'un programme linéaire, et vous allez le résoudre par le modèle, par l'algorithme de simplex. Je vais vous partager l'enregistrement de la séance et le support de cours, et pour la prochaine fois, on va corriger quelques exercices de modélisation et on va finir par peut-être cet exercice-là de résolution par la méthode par simplex. D'accord? Vous avez des questions? مادام الاكسسوار الاخراني موجود في الكور. Donc, كي نحط لكم الكور je vais le mettre, ولا حتى نحطوا وحده comme travail à faire en séance asynchrone. Ok. D'accord? Oui. D'accord. Plus de questions? D'accord? Merci pour votre présence et à la prochaine séance.